Et oui, changement de cadre et de rythme. On va quitter l'ambiance survoltée du stade de Porto Alegre pour retrouver une ambiance plus feutrée, propice aux confidences. Jusqu'à 1h, vous pouvez me parler de vous au 39 21, où vous attendent Jeanne et Paul. C'est Vivian Lecuivre qui réalise l'émission ce soir. Et j'en profite pour vous prévenir que tous les soirs où il y aura des matchs pendant l'émission, on fera le point toutes les demi-heures. Alors si vous n'aimez pas le foot, il va falloir prendre un peu votre mal en patience, courage. Dans un mois, tout ça est terminé. Et puis si vous êtes des fans, des supporters, sachez que Europe 1 couvre l'événement et donc toutes les demi-heures, vous aurez l'info. Voilà, il y en a qui seront contents et d'autres forcément pas très contents. Et c'est comme ça. C'est chaque Coupe du Monde, on est obligé d'y passer. Moi, je vous avoue qu'il y a une chose que j'aime pendant cette Coupe du Monde de foot, c'est les jingles. Là, je les trouve délicieux. Donc, rien que pour ça, voilà, ça fait passer. Parce que vous savez, moi et le foot, ça fait deux. Mais j'avoue que les jingles du Brésil me plaisent beaucoup. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de passer à l'antenne et puis de pouvoir vous parler. Merci d'avoir veillé si tard alors pour me parler. Vous avez regardé le match, vous ? Non, parce que je suis pas trop foot. Merci d'avoir veillé alors, jusque-là. Bon, alors vous voulez me parler de vous ? Vous avez 30 ans, je crois. Voilà, j'ai 30 ans et en fait, c'est ce que j'expliquais en fait à Jeanne, c'est que j'ai débuté ma vie affective, ma vie sexuelle assez tard, vers 27 ans. En fait, j'ai eu une adolescence, on va dire, quand même assez normale. Je sortais, je flirtais. Mais en fait, la conscience d'avoir un petit copain, je l'avais pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un père qui était très autoritaire et qui, de par son comportement, de par ses mots, ne me permettait pas en fait de comprendre que je pouvais avoir une vie affective et d'avoir un petit copain. Donc certaines paroles vous ont marqué particulièrement de votre père ? Oui. Lesquelles ? Par exemple, quand j'ai eu 18 ans, ma mère voulait me prescrire la pilule. Oui. Et mon père, il disait mais à quoi ça va lui servir ? Ça lui sert à rien. Ou par exemple, quand j'ai eu mes règles à 13 ans, c'est vrai qu'il était assez, pas furieux, mais qu'il était déçu. Il a dit à ma mère qu'il était déçu que je les ai aussitôt, que c'était trop jeune, quoi. Oui. Et vous l'avez su, ça ? Oui, parce qu'en fait, en ce moment, je parle beaucoup avec ma mère, qui a divorcé de lui il y a maintenant 10 ans. Oui. Et disons qu'elle a vraiment pris beaucoup de recul et qu'elle est elle est apaisée, en fait, aujourd'hui. Donc, on peut en parler calmement, quoi. Oui, parce elle arrivait à faire contrepoids à ce moment-là ou... Non, pas du tout. Puis de toute façon, même si elle était plus ouverte, c'était quand même l'influence de votre père, ça comptait pour vous. Oui, ça comptait. Et c'est vrai que c'était un peu mon modèle masculin, enfin ma référence masculine. J'écoutais et puis il était tellement autoritaire en fait que de toute façon je pouvais rien dire. Là, c'est très parlant, le fait de pouvoir envisager de prendre une contraception. Votre père qui dit à quoi ça va lui servir. Il niait complètement votre féminité, votre sensualité. Il voulait pas en entendre parler. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, en fait, j'ai fait maintenant ce que je fais parce que j'ai plus 15 ans, j'ai 30 ans, donc je suis plus du tout dans l'énervement, dans l'agacement, quoi. Je vis ma vie, mais c'est vrai qu'il a toujours des petites phrases où il va dire, Anne, te mets pas ce pantalon, c'est trop serré. Ou il est toujours dans la négation de ma féminité, quoi. Oui, donc, puis quand même très interventionniste, c'est-à-dire qu'il a un regard, il est beaucoup dans la séduction. Oui, parce qu'en fait, mon père, si vous voulez, et il est toujours un grand charmeur, un grand séducteur. Et en fait, c'est vrai qu'il a trompé ma mère. Il avait des longues histoires parallèlement au mariage avec ma mère, mais dès mes 6 ans, en fait, il était déjà infidèle, quoi. Donc c'est quelqu'un, parce qu'il est toujours vivant, et c'est quelqu'un de charmeur et de séducteur, mais c'est vrai qu'il a rendu ma mère malheureuse, quoi. Donc en fait, ce qui fait que ça non plus, ça n'a pas été un modèle pour moi de couple, je comprends. parce que j'ai toujours vu en fait ma mère malheureuse.
Ma mère, dans le doute, elle savait jamais où. Enfin, il y avait des moments, elle savait pas où il était. On va dire le week-end, quoi. Et donc ça fait plusieurs choses qui ont fait que j'étais incapable, on va dire, à partir de 18 ans jusqu'à mes 25 ans, 27 ans, de comprendre qu'une vie avec quelqu'un, ça pouvait me rendre heureuse, quoi. Et qu'est-ce qui vous a aidé à comprendre ça? C'est-à-dire la rencontre avec un garçon, avec un homme? Alors en fait, c'est parce que je suis suivie par quelqu'un depuis 2 ans. Oui, vous avez entamé un travail sur vous pour réfléchir à tout ça, justement, vous débarrasser un peu. Voilà, parce que j'étais toujours incapable j'ai toujours aimé les garçons. J'ai toujours, je pouvais sortir avec un garçon comme ça un soir, mais jamais de relation suivie. J'y arrivais pas, quoi. Ça m'angoissait beaucoup. Et puis j'avais l'impression qu'il fallait comme un mode d'emploi que j'avais pas, quoi. Donc finalement, j'arrêtais tout très vite. Et j'allais aussi beaucoup dans des histoires, on va dire, à sens unique. Un peu pour me conforter dans l'histoire, dans l'idée que ça pouvait pas marcher, quoi. Donc, et donc, c'est vrai qu'après, j'ai toujours senti que j'étais quand même pas très heureuse, enfin, qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est vrai qu'avec les séances que je fais maintenant, je comprends que c'est parce que c'était quelque chose que je m'empêchais de vivre, quoi. L'amour, être avec quelqu'un. Donc oui, il fallait pas trahir finalement votre père. Vous vouliez être une bonne fille par rapport à ses critères à lui. Oui, parce que c'est vrai que quand je vais le voir, pendant longtemps, je lui donnais la main. Ou par exemple, c'est vrai qu'on faisait petit couple. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, je suis radicalement en train de changer ça, en train de le couper. Oui, il devait être très heureux de ça, lui. Qu'on puisse penser que vous étiez éventuellement sa compagne. Oui, alors que lui, il a toujours eu des compagnes. Après, après ma mère, il a eu d'autres femmes. Oui, mais il était peut-être un peu trop amoureux de vous, même chastement, mais quand même trop proche, trop dans la séduction, y compris avec vous. Ouais. Oui, parce que par exemple, il regardait c'est arrivé qu'il regarde ma bouche et qu'il me disait « Oh, Anne, t'as une belle bouche quand même. » Oui, c'est pas des réflexions que fait un père à sa fille. Non. 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 Y compris l'histoire du pantalon qui vous moule trop, surtout à 27 ans. Enfin, qu'on puisse dire ça à une jeune fille, vraiment une très très jeune fille, toute jeune adolescente, qui peut-être va s'habiller de façon un peu provocante, où les parents peuvent dire effectivement, parce que ça revient à la protéger. C'est-à-dire qu'ils veulent trop jouer à la femme alors qu'elle n'est pas une femme. De dire non, ça c'est pas une tenue adaptée à ton âge. Mais enfin, à 27 ans, le père n'a pas à se mêler de la façon dont s'habille sa fille, et surtout si elle met des vêtements un peu près du corps qui mettent en valeur sa silhouette. Ça le regarde pas. Ouais. Ah ouais. Il intervenait beaucoup en fait. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que en fait j'avais mon corps, quoi. Mon corps m'appartenait. Oui. Et en fait, c'est pour ça justement que je rebondis un peu pour la raison pour laquelle je vous appelle. C'est que entre-temps, depuis mes 27 ans, depuis que j'ai entamé ce travail avec un psychiatre, on va dire, les hommes sont venus dans ma vie. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai un besoin de réaliser, de vivre ma sexualité en fait. De vivre ma sexualité parce que je me suis tellement en fait empêchée de la vivre que maintenant j'ai besoin d'assouvir des fantasmes, tout en attendant en fait de rencontrer quelqu'un, quoi. Vous dissociez les deux? Justement. Oui, parce que quand je dis vivre ma sexualité, c'est pas que j'ai des relations physiques tous les week-ends ou tous les soirs, c'est pas ça. Je dissocie les deux parce que pour moi, une relation physique avec quelqu'un qui va pas être mon petit copain, ça va être juste une fois en fait. C'est pas quelque chose que je vais reproduire et c'est juste un moment. Alors que ce que je comprends aujourd'hui, parce que vraiment je suis dans un apprentissage, c'est des choses qui sont pas que j'apprends petit à petit. Pour moi, une relation amoureuse, c'est plus dans la construction, plus dans le temps, apprendre à connaître l'autre, à se laisser aller. Donc, mais y compris sur ce plan-là d'ailleurs, y compris sur le plan de la sexualité.
Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, il y a un homme que vous rencontrez, avec lui, vous allez avoir une relation physique, mais qui ne dure pas, ou c'est différent d'un petit ami? Qu'est-ce qui vous fait sentir la différence? Parce qu'il y a des hommes, on sait que ça va être juste une fois, en fait. Oui, ils vous attirent, mais il y a rien, vous savez qu'il n'y a rien de possible. Vous n'envisagez rien de possible avec eux. Voilà, c'est ça. Mais ils vous plaisent? Ni eux. Oui, ils me plaisent, oui. Après, aujourd'hui, en fait, j'ai pas rencontré. Je suis tombée en fait amoureuse de quelqu'un à fin 2013, mais c'était quelqu'un où c'était compliqué, où c'était douloureux pour moi. Donc en fait, j'ai préféré arrêter parce qu'il savait pas ce qu'il voulait. Il me considérait comme une amie, mais en même temps comme une amante. Enfin, c'était pas du tout envisageable pour moi, quoi, de vivre une première histoire comme ça. Mais je dissocie les deux. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un dont je suis tombée amoureuse. Vous n'avez pas de petite amie? Non, j'ai pas de petite amie. Et donc, j'ai pas envie, en fait, de m'empêcher de vivre une vie sexuelle, en fait, à côté, quoi. En attendant. Oui. Voilà. Mais en fait, c'est que j'ai peur de tomber dans un autre extrême, en fait. C'est ça je comprends. un peu ma hantise. Voilà. Parce que c'est comme si on a été privé. C'est comme si j'étais privée d'un gâteau et j'ai envie d'en manger, quoi. Mais j'ai pas non plus envie de me brûler les ailes et j'ai pas non plus envie de. Pour moi, la sexualité, c'est quelque chose aussi d'important, quoi. Oui, comme vous dites, c'est votre corps. C'est-à-dire, c'est une façon de vous l'approprier aussi à travers la sexualité, de vous dire qu'il est bien à vous et pas à votre père, donc que vous en disposez comme bon vous semble. Oui. Pour autant, je trouve que c'est là où on sent quand même qu'il y a déjà des choses qui sont bien élaborées pour ne pas tomber justement dans cet extrême qui vous fait un petit peu peur et qui serait effectivement le contre-pied de dire cette sexualité qui était interdite pendant un temps parce qu'il y avait une trop grande intimité, promiscuité avec votre père. Aujourd'hui, pour rattraper le temps perdu, vous vous jetteriez à fond dans la sexualité, mais ça serait toujours par rapport à ce que vous avez vécu à cette éducation-là. Donc c'est pas prendre un autre chemin et votre chemin. Mais là, vous êtes dans un entre-deux, c'est-à-dire que vous comprenez qu'effectivement, ça revient à vivre des aventures, des expériences. Mais néanmoins, pas vous dites vous brûler les ailes, c'est-à-dire pas vous abîmer dans cette histoire. Exactement ça. C'est ça, pas vous abîmer. Voilà. Tant que vous ne vous abîmez pas, tant que vous avez des expériences. Quand ces relations que vous avez avec ces hommes rencontrés, elles vous procurent outre finalement, qu'est-ce que vous recherchez? Cette quête de sensation? Qu'est-ce que vous recherchez? Oui, cette quête de sensation et puis vraiment, en fait, de me réapproprier mon corps parce que quand j'ai une relation avec quelqu'un, je lâche complètement prise et je sens que mon corps m'appartient et que c'est un échange avec l'autre et en fait c'est terrible ce que je dis, mais c'est comme mon père n'est plus là, quoi. Mon père n'est plus là. J'ai bien compris. Votre père est plus là et en même temps, c'est-à-dire que votre père était trop présent. Trop présent, même si la relation était chaste, il a été trop proche de vous. Et ça a été perturbant dans votre développement. Maintenant, si vous voulez, vous entreapercevez bien le risque qu'il y aurait, c'est-à-dire, et c'est pas d'un point de vue moralisateur, je me situe pas, c'est pas mon rôle, à multiplier les aventures sexuelles. C'est une façon aussi, en multipliant les conquêtes, de n'être avec personne. Lié affectivement. C'est-à-dire que vous parlez de votre corps, mais il y a votre corps, il y a votre tête, il y a votre cœur. C'est-à-dire que tout est lié. Or, c'est vrai que à un moment, vous pouvez, dans une rencontre amoureuse, relier ces trois dimensions. Parce que finalement, on pourrait dire, oui, votre corps, vous en faites ce que bon vous semble dans des rencontres comme ça sexuelles avec des hommes, mais votre tête, elle est où?
Vous voyez, votre cœur, il est où? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau de l'affect qui est encore lié à cette image paternelle qui a été très forte, trop forte. Ouais. Et à un moment, je crois que c'est une étape dans votre évolution. C'est-à-dire à un moment, il y aura une rencontre qui mettra votre père à sa juste place et l'homme que vous aimez et qui vous aimera à la sienne, auprès de vous. Oui. Oui. Vous pensez pas qu'il y a mais je trouve que vous êtes consciente de ça, donc c'est déjà bien. Vous percevez bien les écueils qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, ce qui serait un peu embêtant pour vous, c'est si vous disiez bon, maintenant je me lance, je fais ce que je veux, en gros, j'emmerde mon père, je vais le dire comme ça. Mais au fond, est-ce que vous feriez ça vraiment pour vous ou encore par rapport à lui, comme une révolte par rapport à lui, comme une affirmation par rapport à lui. Donc, en fait, oui, j'ai dépassé ça en fait. J'ai dépassé ça. Je fais que pour moi. Après, c'est vrai que depuis fin 2013, en fait, j'ai eu juste une aventure physique avec quelqu'un qui était récente. Donc, je cherche pas à multiplier, je cherche. J'ai juste voulu avoir une aventure avec quelqu'un pour sentir mon corps et continuer à me le réapproprier. Oui. Mais parce que ce corps, effectivement, vous le dites très bien, et ça, vous allez pouvoir le travailler aussi, continuer à le travailler en thérapie. C'est-à-dire que c'est comme si c'était pas à vous, il était votre père, se l'était approprié. Psychiquement, évidemment, on est dans quelque chose où on n'est pas. Il y a quelque chose c'est le problème quand les pères sont trop dans la séduction et veulent trop plaire et elles trop dans une relation de séduction et être aimées à tout prix de leur fille. Ça pose problème. Mais vous faites un travail là-dessus. Vous êtes en train de vous éloigner de tout ça et de pouvoir mettre votre père à sa juste place. Donc je pense que c'est une étape pour vous, et jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous pourrez relier tout ça. Vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vraiment. D'accord, merci. Non, mais vraiment. Donc, tant que vous vous abîmez pas dans ces histoires-là, tout va bien. Non, jusqu'à ce que vous rencontriez aussi quelqu'un, vous allez peut-être jeter votre dévolu sur quelqu'un qui peut vous apporter, vous permettre de vous accomplir sur tous les plans. Oui. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Anne de votre confiance. Bonne soirée, au revoir. Samara m'envoie un petit message pour me dire: je me reconnais dans l'histoire d'Anne, y compris dans cette histoire de pantalon trop près du corps. Ma vie sexuelle a commencé à 33 ans. Moi, je ne fais pas de travail sur moi. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Je suis mariée et j'avoue que j'éprouve un peu de haine envers mon père, dit Samara. Angie dit: moi, je trouve qu'on ne devrait pas demander l'avis des pères pour la pilule. Et puis aussi par rapport à tout ce qui a trait à la vie intime, enfin de la jeune fille, la puberté, c'est vraiment aux mères de s'occuper de tout ça. Comme effectivement quand les fils, une mère ne peut pas parler de ce qui se passe à ce moment-là à son garçon, puisqu'elle ne sait pas ce qui se passe dans son propre corps. Elle n'est pas un homme, elle peut pas savoir ce qu'il en est. Donc ça serait bien que ce soit les pères aussi qui s'occupent de tous ces aspects-là. On accueille Catherine maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Excusez-moi, je crois que je vais avoir du mal un peu à parler là. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que vous avez un petit peu peur de parler à l'antenne. Alors je vais vous aider un petit peu à travers ce que m'a résumé Jeanne de votre histoire. Je crois que vous êtes. Ce que je vois, c'est que vous êtes en pleine rupture sentimentale. Vous avez 53 ans. Rupture sentimentale. Et que vous avez le sentiment que votre vie s'écroule. Alors vous avez dit, ça vous perturbe d'autant plus que vous avez le sentiment, est-ce que c'est vos mots, de réagir comme une midinette? Oui, c'est vrai qu'à 53 ans de réagir, oui, exactement comme une d'être perdue comme pourrait l'être une jeune fille dans sa première relation. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que j'ai du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi à 53 ans je n'arrive pas à réussir une vie de couple. C'est vrai que j'ai divorcé en 98, j'ai élevé mes 3 enfants pratiquement toute seule. J'ai mis des années à me reconstruire, j'ai vécu
7 ans une relation plus ou moins à distance avec un homme. On se voyait de temps en temps, qui m'a, entre guillemets, larguée par téléphone. Voilà, juste par téléphone, parce qu'il avait plus... il n'a pas osé me dire que la relation était terminée. Peu de temps après, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai eu l'impression que tout pouvait recommencer, et puis à nouveau, tout s'écroule, et voilà, je me demande si... Est-ce que ça vient de moi? Pourquoi je n'arrive pas à construire une relation? Oui, c'est une vraie question, ça. Parce que le fait que vous soyez en plein désarroi, avec beaucoup de chagrin, parce que vous venez d'être quittée, c'est pas une question d'âge, ça, vous savez, Catherine. Je crois que il y a des moments où l'expérience, les choses que l'on a passées, ne nous apportent rien finalement. Enfin, y compris dans... Justement, avec l'expérience, on devrait se dire... on devrait justement acquérir de l'expérience dans ces périodes... Mais vous savez, je crois que ce qu'on peut savoir par rapport à un jeune homme ou une jeune fille qui vivrait sa première rupture amoureuse, c'est que on va survivre à ça. On va surmonter, et que on pourra aimer et être aimé à nouveau. Mais dans les faits, quel que soit son âge, une séparation, ça fait toujours très mal. Ça fait mal. Oui, là aujourd'hui, c'est... Ben oui, ça fait mal. C'est quelque chose qu'il faut... Voilà, et dans un sens, ça montre aussi à quel point vous avez investi cette relation, vous avez aimé, voilà, donc ça fait mal. Maintenant, ce qui est différent, et la question que vous posez est intéressante, et c'est là où ça rajoute aussi de la douleur, c'est vous dire, qu'est-ce qui fait à 53 ans, me dites-vous, que vous n'arrivez pas à construire une vie de couple, une vie amoureuse. Donc ça vous renvoie en plus à ce que vous vivez comme des échecs dans votre vie passée. Ah oui, ce sont des échecs. Est-ce que vous avez à un moment vécu une histoire sur plusieurs années, une histoire longue, où ça a toujours été un peu chaotique? Je crois que mes histoires amoureuses, oui, ont toujours été... je pense que j'ai jamais eu confiance en moi, et peut-être que... En fait, depuis tout le temps, j'ai jamais eu confiance en moi. Oui. Et est-ce que c'est... Quand vous dites que vous n'avez jamais eu confiance en vous, y compris dans le domaine amoureux, c'est-à-dire que vous vous demandez... Oui, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on m'aimait moi? D'accord. Oui, donc vous engagez dans la relation en n'étant pas confiante, en n'étant pas légère. Il y a ces questions. En fait, je garde toujours une main sur une main sur la poignée de la porte, et peut-être je me suis pas engagée réellement dans cette vie. Je me suis pas engagée suffisamment, et je le paye aujourd'hui, en fait. Et pourquoi vous doutez autant? Moi, j'ai envie de vous demander qu'on puisse vous aimer. Qu'est-ce qui vous fait douter après toutes ces années, alors que vous avez été aimé par des hommes? Enfin, qu'est-ce qui fait que vous doutez, selon vous? Est-ce que vous voyez un peu ce qui pourrait être à l'origine de ça? Je me dis que j'en vaut pas la peine, peut-être. Enfin, je sais pas, j'ai du mal. Est-ce que c'est vrai, j'ai toujours vu mes parents se déchirer. Mon père a toujours un peu trompé ma mère. Je me dis, est-ce que j'ai peut-être pas confiance en moi dans le fait qu'un homme puisse m'aimer à long terme? Enfin, il y a cette image, surtout ce que j'entends de couple là, de vos parents, qui, pour le moins qu'on puisse dire, renvoyaient pas une image très sereine du bonheur conjugal, hein.
Si vous avez grandi auprès d'un couple qui passait son temps à se disputer, ou votre père trompait votre mère, ça amène pas à partir dans la vie sur des bases où la confiance est présente. Hein. Et pourtant, sur la dernière relation, là, pour moi, c'était une évidence. C'est vrai que cet homme avait 7 ans de différence de moins que moi. C'est vrai que moi, j'ai mes enfants qui sont plus ou moins élevés. Ma fille a 21 ans, cet homme a des enfants, enfin 2 enfants de 10 et 12 ans. Je me dis on s'est trouvé à un moment donné où on avait besoin l'un de l'autre, et peut-être qu'aujourd'hui, lui a évolué différemment, et moi, peut-être pas dans le sens où il l'a souhaité. Et, lui, parce que vous parlez de cet homme qui n'a pas eu le courage de vous parler et qui a rompu par téléphone. Est-ce que cet homme-là dont vous me parlez, le dernier que vous avez aimé, est-ce qu'il a pu vous dire un peu, justement, est-ce que parce que vous aviez évolué différemment? Non. Donc vous restez avec vos questions. Tout à fait, oui. Il vous a... En fait, voilà, donc il y a 2 ans et demi, j'avais eu une relation avec un homme de 7 ans, c'est cette personne qui m'a entre guillemets abandonnée par téléphone. Donc, j'ai jamais eu d'explication, absolument rien. Et donc, depuis, j'avais eu une relation avec un homme de 2 ans et demi, là, avec qui on s'est expliqué, mais... Et vous êtes expliqué sur quoi? Oui. Et bizarrement, quand ma relation avec, ma relation s'est terminée là, avec l'homme actuellement, mon ex, avec qui j'ai eu une relation pendant 7 ans, est revenu, mais sans explication, juste pour reprendre contact. Et il avait appris que vous aviez rencontré quelqu'un? Non. Oui, donc c'était peut-être lié à lui, finalement. Vous savez, il y a des gens, des hommes, quand ils se sentent trop proches d'une femme, éprouvent le besoin de s'éloigner, ou finalement aimer leur fait peur, être trop attachés en tout cas. Ils partent sans donner d'explication et reviennent de la même façon. Et à ce moment-là, vous n'étiez plus, vous, amoureuse de lui? Non. Non, mais j'attendais, je pense, une explication, oui. Et quand il est revenu, il nous en a pas donné? Non. Mais vous avez dit que vous ne voulez pas reprendre? Non, je n'ai pas laissé d'espoir, non. Mais ça veut dire que vous plaisez aux hommes et vous pouvez être aimé d'eux, contrairement à ce que vous pensez. Vous ne restez pas sans histoire, sans rencontre. Mais je n'arrive pas, je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à... Bon, c'est vrai que j'ai eu des histoires à 7 ans, 2 ans et demi, c'est pas non plus des histoires... c'est pas des rencontres, c'est ce que j'allais dire. C'est pas des histoires de 7 jours ou de 2 mois. Tout à fait, oui. Donc ce sont des histoires qui à un moment se sont arrêtées, qui vous font souffrir, mais ce sont des relations, c'est-à-dire des hommes qui ont quand même accepté de s'engager avec vous sur la durée. C'est pas l'histoire d'une nuit ou de 2 nuits dont vous nous parlez là. Oui, pas du tout, oui. Donc, contrairement à ce que vous pensez, vous pouvez rencontrer des hommes que vous aimez, vous, mais dont vous êtes aimé aussi en retour. Alors peut-être effectivement pas comme vous le voudriez, ou à un moment, l'histoire ne tourne pas comme vous le souhaitez, mais en tout cas, vous pouvez être aimé. Mais un des points quand même majeurs, et qui vous plonge certainement dans un désarroi très grand, et d'autant plus quand il y a rupture. De toute façon, même si on a une bonne assise, une bonne confiance en soi, enfin une image de soi pas trop mauvaise, on va dire, la rupture, ça vient un peu casser tout ça. Hein. On se sent qui ne s'est pas senti nul, minable, pas aimable. C'est bien. Après une rupture, non mais on est nombreux comme ça. C'est vrai que quand on a une image de soi pas très solide, pas très forte, on se dit oui, qui va m'aimer à nouveau. Alors que les gens qui ont vraiment confiance en eux se disent après tout, ils retournent même parfois la situation. Tant pis, il ou elle a pas voulu de moi. Enfin, il me laisse. Il sait pas ce qu'il perd. Vous voyez, il y a des gens qui ont cette assurance. C'est pas les plus nombreux. Moi, je ressasse constamment le passé, ce qui aurait pu se passer. Oui, mais alors ça sert à rien de toute façon.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est quand même, je trouve que vous posez la bonne question, Catherine. C'est-à-dire, à un moment, le point de ce qui vous fait d'autant plus souffrir, c'est que vous ne vous estimez pas beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est l'image même du couple. Ça va même au-delà de votre image. C'est l'image du couple. Qu'est-ce qui peut... est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un ? Est-ce qu'on peut être aimé ? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de... Vous interrogez aussi ça. Et à travers ça, le couple de vos parents qui s'est imprégné en vous. Ça joue beaucoup. Mes parents sont toujours ensemble, hein, mais... Oui. Oui, mais parfois, vous savez, ce sont les couples les plus névrotiques qui tiennent le mieux. Hein. Ça montre aussi que parfois la durée n'est pas forcément... Oui, durée ne veut pas dire gage de réussite. Oui, gage de bonheur ou de réussite, tout à fait. Oui. Non. On voit des couples qui se déchirent, se font du mal, voire s'humilient, mais qui restent ensemble parce qu'ils sont très dépendants. Parce qu'ils ont des névroses qui, on va dire, qui s'imbriquent. Ça me semblait tellement évident que... Voilà, d'être avec cet homme et je ne sais pas comment l'avenir aurait pu... Et vous, qu'est-ce qu'il, puisque vous dites que lui s'est expliqué, il vous a dit un peu ce qui se passait avec lui ? En fait, on s'est déchiré, ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît. Ces derniers mois, c'est vrai il y a pas mal de disputes. C'est vrai que moi, je réagis par la violence, entre guillemets. Je veux dire, je suis en colère, je pars, alors que lui réagit plus par le cynisme et des paroles qui font très mal. Et vous vous disputiez sur quoi ? Quels étaient les motifs de rupture ? Des bêtises, en fait. Rien de... Et c'est vrai que moi, depuis 6 mois, je sens qu'il s'éloigne de moi. Et c'est vrai que le fait de peut-être lui poser des questions, est-ce que tu m'aimes ou... Oui, voilà, ça a dû tellement l'énerver qu'il a pété les plombs et on s'est déchiré. Oui. Mais là, il y avait déjà quelque chose qui était enclenché. C'est-à-dire que vous n'étiez pas dans une relation très sereine. Non, les 6 derniers mois, non. Oui, mais vous ne pensez pas que si vous commenciez à poser la question « est-ce que tu m'aimes ?» c'est justement, vous me dites vous-même, c'est parce qu'il s'éloignait déjà. Oui. Parce qu'il y avait des choses qui vous éloignaient, certainement. Peut-être, oui, tout à fait, oui. Peut-être que j'avais aussi changé, lui également, et que... Oui, c'est pas forcément lié seulement à vous. C'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un qui a aussi... Moi, je me sens tellement coupable. Oui, mais c'est le... J'avais réagi différemment. Mais coupable, peut-être, là, est-ce que c'est pas vous, enfant, qui parlez de vos parents qui se disputaient, qui étaient dans le conflit, voire dans une certaine violence morale, et vous, enfant, vous vous sentiez coupable de voir ces deux-là se déchirer et de pas pouvoir les réconcilier, et puis pendant qu'ils se déchiraient, ils s'occupaient pas de vous. Parce qu'on voit des parents comme ça, qui sont tellement occupés à se déchirer, à se faire la guerre, où finalement, ils sont tellement occupés à leur couple qui va mal, qu'ils en délaissent leurs enfants. Moralement, j'entends. Hein. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais manqué de rien. Oui. J'étais l'aînée de 5 enfants. Mais c'est vrai que moi, j'ai une image de mon père... qui partait, on habitait au 12e étage, mon père qui partait un week-end, qui délaissait ma mère, voilà, c'est une image qui marque, oui, d'autres images, et c'est vrai que peut-être que j'ai pas l'image d'un couple serein, et certainement. Et même. Peut-être que de toute façon, je sais que j'idéalise, voilà, comme une midinette, entre guillemets, j'idéalise l'image du couple, et je recherche un couple idéal. Mais je crois pas comme une midinette. Moi, j'entends dans vos propos rien qui me fait penser à une midinette. Je crois que vous avez... je trouve que vos interrogations ont des raisons d'être. Et qu'effectivement, vous voyez, c'est pas... vous cherchez pas... vous parlez, je trouve, avec beaucoup de justesse de vos histoires, de la façon dont... du rôle que vous pouvez jouer inconsciemment. Depuis quelque temps, j'analyse tous les jours, je me pose des questions, j'analyse, j'ai commencé une thérapie, mais finalement je me dis que ça ne servait à rien parce que, ça servait à rien pour moi si, mais ça n'a pas servi à sauver mon couple, au contraire, ça l'a fait voler en éclats, quoi. Mais est-ce que quand vous dites vous analysez, est-ce que vous faites un travail sur vous-même ? Je le fais, oui.
Seul ou avec quelqu'un? Pour l'instant, seule. Je retournerai voir la personne. Voyez quelqu'un. Voyez quelqu'un pour parler de ça. Parce que je trouve que vos questions sont très pertinentes. Et je trouve que ça n'empêchera pas le chagrin que vous avez dans cette rupture, mais en tout cas de pas vous sentir coupable comme vous l'êtes, en tout cas de parler de cette culpabilité. Et je pense que le désarroi que vous éprouvez est d'autant plus fort que ça vous renvoie, effectivement, vous mettez en perspective votre vie amoureuse à vous, mais aussi votre histoire d'enfant face à ce couple parental qui se déchirait. Et où vous deviez être un peu dans un sentiment d'abandon par rapport à ces deux-là qui se faisaient la guerre. Je crois que ça vous aide, ça vous permettrait, si vous voulez, c'est dur d'être l'enfant d'un couple qui se déchire, parce qu'on peut se poser, se dire comment j'ai pu naître de ces deux-là qui ont l'air qui s'aiment si mal finalement. Ça aide pas à avoir une très bonne image de soi. Donc le fait de parler de cette histoire permet de la laisser à sa place. Et donc, vous, après tout, vous dites à 53 ans, de vous autoriser à être heureuse en amour. Parce que c'est ça, au fond. C'est pas parce que vos parents ne l'ont pas été, d'ailleurs ils sont toujours ensemble, donc ils y trouvent leur compte, que vous ne pouvez pas être heureuse. Parce que vous savez, dans ça... Il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. À 53 ans, il n'est pas trop tard pour rencontrer quelqu'un, vivre une histoire. Non. Ça vraiment... Et d'ailleurs, en plus, vous faites des rencontres. Mais il peut y avoir une forme de loyauté à ses parents, où votre mère a été malheureuse. Oui. Et vous pouvez, vous dire, moi aussi, en droite ligne, je marche dans ses pas. Et vous pouvez faire autre chose. C'est ce que dit Piki. Allez en parler. Pour vous, pas pour sauver quelque chose. C'est en vous comprenant que vous allez avancer. Et puis d'autres messages aussi. Il y a quelqu'un qui dit voilà, depuis ma dernière rupture, ça m'a aidé. Moi, j'ai retrouvé confiance en moi. Elle a été bénéfique, cette rupture, parce qu'elle m'a servi d'électrochoc. Et une rupture, effectivement, peut nous aider parce qu'on se remet en question. Oui. Mais si vous voulez, il ne faut pas que ça tourne en auto-accusation. Il faudrait, comme vous le faites, et on sent que vous êtes à même de faire ce travail d'introspection, mais c'est mieux d'aller en parler à quelqu'un parce qu'il pourra vous permettre vraiment d'avancer au lieu de vous auto-flageller. D'accord ? Oui. Bon, ça vaut le coup, vraiment, Catherine. Bonne chance. Merci. Au revoir, Catherine. Au revoir. Merci. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Eh bien, vous suivez mes aventures de près. Ah parce bon ? que Mais oui, je vous ai appelé il y a 6 mois en vous disant que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait invité au restaurant. Et puis, il se trouve que je lui ai présenté ma meilleure amie et ils ont craqué l'un pour l'autre. Non. Et Mais ça, vous ne me l'aviez pas dit ? Mais non, ça, je vous l'avais pas dit. Non, parce que je m'en serais souvenu quand même. Voilà. Et par contre, le jour même où ils ont craqué l'un pour l'autre, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Vraiment rencontré quelqu'un. Tout est bien qui finit bien, alors. Tout est bien qui finit bien. Oui, parce que sur le moment, vous deviez quand même la voir mauvaise. Non, je l'avais pas mauvaise parce que je me suis dit, s'il a choisi ma meilleure amie, oui, c'est que c'est bien. Mais votre meilleure amie, c'est pas très cool quand même si elle savait... Bon, je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais elle savait qu'il vous plaisait, cet homme. Sans plus que ça. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Bon. Pas plus que ça. Alors, voilà. entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Voilà, qui a une profession qui est peu commune. Il est prestidigitateur professionnel. Voilà, donc... Il faut s'en méfier alors, il va vous en mettre plein la vue, mais bon... Non, pas du tout. Non, je vous taquine. C'est quelqu'un qui est c'est un grand enfant. Il a un cœur d'or. Il est merveilleux. La seule chose qui me demande pour le moment, qui est peut-être un petit peu, je me posais des questions pour le futur, c'est que c'est quelqu'un qui est torché vif par une femme il y a quelque temps et qui me demande pour le moment que notre relation soit platonique. Alors c'est très drôle parce que j'ai l'impression de revivre mes 15 ans. Nous vivons ensemble, carrément. Ah, vous vivez l'un chez l'autre. On a notre appartement chacun, mais on se retrouve bien 4 jours par semaine ensemble. Oui. Voilà. Et même que je vais chez lui, voilà.
Et puis nous sommes devenus les meilleurs amis du monde avec ma meilleure amie et l'ancien que je convoitais. Voilà. Nous avons passé la journée ensemble. Nous avons fini la journée en regardant le foot, bien sûr. Mais moi, je me demandais si une relation platonique, c'était quelque chose qui pouvait durer dans le long terme. J'ai peur qu'il ne me demande plus jamais rien. C'était là que c'est étrange. Quelles sont ses motivations? C'est quand même particulier de situer, enfin de baser votre relation là-dessus. Parce que qu'est-ce que ça cache? J'ai quand même envie de dire, qu'est-ce que ça cache? Il justifie comment vous ayez une relation platonique? Il le justifie en disant qu'il a été terriblement traumatisé par la rupture avec son ancien ami et que ça l'a asexué. Voilà ses propos. Oui, mais enfin, à ce moment-là, qu'il en parle, qu'il se fasse aider pour surmonter ça. Parce que là, maintenant, ce qui est peut-être tout à fait la vérité est que ça a pu le casser, l'abîmer, et qu'il a peur qu'il a l'impression d'y avoir perdu sa virilité. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait quelque chose pour retrouver confiance en lui, pour reprendre confiance en lui, ou pas? Alors, parce que sinon, vous avez raison de vous interroger. Voilà, oui. Il se laisse materner. Il a terriblement besoin d'être materné. C'est quelqu'un qui a une histoire qui traîne des casseroles monumentales derrière. Parce qu'il est né d'un viol. Voilà. Et sa mère est ce qu'on appelle une mère indigne, en fait. Voilà. Et lui, il a fait des efforts incommensurables. C'est une femme qui a été violée et qui a eu du mal à investir cet enfant. Voilà, complètement. C'est du lourd, oui. Et lui, ça c'est du gros. Donc son histoire va peut-être beaucoup plus loin encore que ce qu'il vous dit. Il a peut-être des troubles au niveau de sa sexualité. Et bon, compte tenu de ce que vous donnez comme élément, il peut y avoir des... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, pour se faire aider, à part trouver des femmes peut-être qui le maternent? C'est-à-dire, si vous avez, vous vous contentez et que vous aimez être dans ce rôle-là, très bien. Mais si vous me posez la question, jusqu'à quand ça peut durer, c'est que vous avez d'autres attentes et qu'une relation platonique, à la longue, risque de vous lasser. C'est ça la question. Et peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait lui suggérer d'aller parler de son histoire, de ce qu'il a abîmé, pour pouvoir vivre autre chose, y compris pour lui, parce qu'il y a peut-être des choses à faire. Et vous pouvez le faire avec beaucoup de douceur et de bienveillance, l'amener à ce qu'il aille parler de lui. Ne renoncez pas, en tout cas, ça vaut la peine. Non, bon courage, Sophie. Il faut qu'on se quitte parce que c'est l'heure des infos. Ça a été court, désolé. Mais on se rappelle dans quelques temps. Vous me donnerez de vos nouvelles. Je vous embrasse. Au revoir, Sophie. Belle nuit à vous.